il décide de tout, il peut faire ce qu'il veut, et quand il donne l'ordre, on doit gicler. Mais bien sûr, vous devez le faire parce que ainsi en a disposé notre Constitution aujourd'hui. Cela, il faut le corriger parce que personne ne pourra reprocher quoi que ce soit à un chef d'État béninois qui irait à la dérive. Simplement parce que nous lui avons donné suffisamment de pouvoir et le vin, comme le pouvoir quand on en prend trop et qu'on est saoulé, vous connaissez la suite. C'est comme ça la réalité. Ce n'est pas au Bénin, c'est partout. Parce que le pouvoir, par essence, est abus. Et si vous ne savez pas le modérer, le pouvoir absolu corrompt absolument. Voilà la question, mesdames et messieurs. Et je pense, et dans le document que j'ai publié, lorsque vous l'aurez lu, vous auriez compris comment est-ce qu'on peut atténuer ces choses-là. Alors, mesdames et messieurs, j'en viens à la proposition 8. Il faut aujourd'hui rétablir le pouvoir judiciaire dans ses attributs, dans ses lettres de noblesse. Je suis un peu désolé de le dire. Moi, avocat, je suis de cette famille et je suis triste de constater que le pouvoir judiciaire est complètement dépiécé. Dépiécé parce que, vous voyez, ce pouvoir judiciaire, il n'en restera que la chambre judiciaire et la chambre peut-être administrative qui elle-même peut devenir, je ne sais pas, un jour, Conseil d'État. Il restera quoi? Rien du tout. La Cour constitutionnelle est à part. La Cour de justice est à part. Et la Cour des comptes sera à part. Et puis autre chose. Je trouve tout simplement que les piliers fondamentaux de la démocratie et les principes même de la démocratie recommandent que le pouvoir judiciaire soit un. Il y a ces trois piliers, c'est l'exécutif, le Parlement et le judiciaire. Notre Cour suprême doit retrouver ses lettres de noblesse et même être renforcée parce que, comme dit Robert Badinter, vous le connaissez, cet avocat célèbre qui a été le premier ministre de la justice sous François Mitterrand en 1981. Il a dit que c'est à l'aune de la justice qu'on mesurera la force de la démocratie. Mais c'est vrai, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les grands chantiers. C'est le respect des libertés, des droits de l'homme. C'est à l'aune de ça que la démocratie, la force de la démocratie peut se mesurer. Et c'est cette force de démocratie qui permet le développement. Et donc je souhaite que notre Cour suprême, en son sein, il y ait la chambre judiciaire, la chambre administrative, la chambre constitutionnelle, ce qui veut dire que la Cour constitutionnelle doit pouvoir être délocalisée pour retrouver sa place au niveau de la Cour suprême. On va créer une chambre électorale pour régler les problèmes électoraux et pour qu'on ne parle point de Sénat qui me paraît être un gâchis et fondamentalement laisser le pouvoir régalien au ministère de l'Intérieur qui désormais, sur le plan matériel, doit pouvoir organiser les élections. C'est un sujet de débat national, je sais que c'est très sensible et nous pouvons en parler. On ne terminera pas le débat ici aujourd'hui. Eh bien, j'avance et je dis donc que la Cour constitutionnelle doit être délocalisée, je l'ai dit, que nous devons créer une chambre électorale. Mesdames et messieurs, j'en ai encore pour 3 minutes et je vous remercierai. Je voudrais vous dire que sur cet ensemble de questions, je n'ai pas été suffisamment explicite compte tenu du temps, mais vous en avez eu. Je dois insister sur le fait qu'il faut désormais que chacune de nos communes puisse être transformée en une circonscription électorale qui pourra désigner au moins un député. Il n'est pas concevable qu'une commune ne puisse pas avoir 2 députés. Ce n'est pas normal, puisque nous avons plus de 83 députés à l'Assemblée.
et que nous n'avons que 77 communes, je crois que si c'est nécessaire de diminuer, de réduire la taille de certaines communes, il faut le faire. J'ai proposé simplement qu'une commune qui a 30 000 habitants, c'est déjà suffisant. Et donc, quand je prends le cas de Calavi, par exemple, ou un peu de Cotonou, c'est assez gros. On peut revoir pour que la démocratie à la base soit une réalité, parce que c'est là que la démocratie se joue. Mesdames, Messieurs, c'est sur cet ensemble de choses que les Béninois doivent pouvoir trouver un compromis. Ça me paraît fondamental. Trouver un compromis suppose que nous devons pouvoir nous asseoir et discuter. On appelle ça ailleurs une convention ou alors une conférence nationale. Je l'ai dit et je l'ai écrit le 25 février 2010 qu'une nouvelle conférence nationale s'impose parce que le consensus de 1990 s'est brisé. Vous le savez bien. Il s'est brisé. Et la communication de notre brillant et excellent communicateur Badé a montré tout simplement le magma de confusion qu'il y a dans le pays actuellement par rapport à la question de la révision parce qu'il y a des intérêts divergents. Ce n'est pas normal, c'est malsain pour un pays. Et je crois qu'il faut recentrer tout ça, nous sommes plus intelligents que ça. Donc, il nous faut ces préalables-là, avant qu'on ne parle de on veut réviser ou on ne veut pas réviser. Quand nous aurions réglé toutes ces questions, que les compromis seront trouvés, eh bien à ce moment-là, on verra bien s'il faut aller à une révision au coup par coup. Vous avez vu, Madame la directrice nous a bien enseigné, pour ceux qui ne le savaient pas, que les États-Unis, depuis leur naissance, et avec leur premier président à Washington, le 30 avril 1789, à ce jour, a déjà connu plus de 27 amendements. Nous pourrions adopter des démarches de ce genre, mais de toutes les façons, nous devons nous entendre sur ce qui doit rentrer dans la Constitution avant de dire on va à la révision ou qu'on change de république. De toutes les façons, je ne suis pas dans une démarche, moi, d'une logique flatteuse de révision constitutionnelle. Non. Je suis dans la dynamique d'un changement des valeurs de la République pour que nous ayons une constitution stable, solide, fiable, qui nous assure des jours heureux et des lendemains meilleurs à nos progénitures. On est fiers de dire que les États-Unis sont puissants, mais les États-Unis, vous avez vu, c'est des hommes qui ont constitué les États-Unis. Vous avez vu la représentante du centre culturel, vous avez vu l'ambassadeur, mais ils ont une tête comme nous. Pourquoi on ne peut pas réfléchir et faire aussi, comme d'autres pays, la Suisse et les autres? Je pense que nous le pouvons. C'est pour cela que, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour vous dire, comme nous sommes sur le territoire américain, yes, we can. Je vous remercie. Constitution, bonne gouvernance, corruption. À ce moment sensible, précis, où l'Afrique semble être dans la tourmente, s'enlise et renoue petit à petit avec les coups d'État. Je parlerai de développement, je parlerai de gouvernance, je parlerai de corruption et finalement de constitution, parce que mes devanciers ont largement épilogué sur les termes constitution. Développement, bien sûr, parce que lorsque nous prenons l'article 9 de notre Constitution du 11 décembre, tout être humain a droit au développement, au plein épanouissement de sa personne, dans ses dimensions matérielles, temporelles, intellectuelles et spirituelles, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes mœurs.
Donc, bien que le développement relève de l'ordre politique, relève d'une volonté politique, relève d'un choix politique, je crois que ce développement ne peut être atteint que grâce à une combinaison d'actions basées sur la bonne gouvernance, basée sur la démocratie et une lutte farouche contre la corruption. Nous n'allons pas rentrer dans le piège des définitions. Nous dirons seulement que la bonne gouvernance, ensemble de procédures et de techniques de gestion guidées par les principes de participation, d'inclusion, de transparence, de responsabilité et de légitimité, s'efforce de réhabiliter l'État dans ses fonctions régaliennes de régulation et de distribution. Elle s'occupe non seulement de la modernisation, de la réforme de l'État en termes d'efficacité, mais également de la démocratisation de l'État en termes de légitimité. C'est dire alors que la qualité de la gouvernance réside dans sa dimension démocratique. Et que toute lutte contre la corruption exige le renforcement des piliers de la démocratie. Nous allons faire un retour sur le passé en évoquant François Mitterrand. Dans l'historique discours prononcé le 20 juin 1990 par le président François Mitterrand à Bôle, l'on pouvait retenir que le développement, sans démocratie, il n'y a pas de développement, et sans développement, il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire que le développement devenait un élément indissociable des progrès de la démocratie. Et seuls les pays qui auraient installé les institutions démocratiques allaient bénéficier de l'aide au développement. Donc pour les Africains, avec la démocratie, les libertés démocratiques devenaient en quelque sorte la clé, la solution à tous les problèmes, aux difficultés économiques. Les populations africaines avaient pensé qu'avec la démocratie, la misère économique et sociale allait reculer, disparaître même. Mais elle dure rapidement déchanter face à la famine, la misère, le fossé des inégalités sociales qui va en s'agrandissant jusqu'à devenir insupportable. On constate effectivement qu'au milieu d'un appauvrissement honteux, il y a ceux qui étalent une opulence insolente. Donc le thème d'aujourd'hui, constitution, bonne gouvernance et corruption, va nous amener à revisiter les boîtes noires des démocraties standards que la coopération internationale nous demande de nous approprier comme référence. Je parlerai des illusions démocratiques. François Mitterrand, son discours portait déjà en lui-même les tares qui ont conduit notre pays au stade actuel de son développement. Ces tares ont pour nom complaisance, médiocrité, hypocrisie, mensonge, manque d'intégrité, abus de confiance et exploitation de la population à majorité analphabète. En effet, François Mitterrand avait établi une distinction entre une démocratie tiède, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas accepter de quitter leur régime autocratique, et une démocratie et une aide enthousiaste à ceux qui vont franchir le pas avec courage et installer les institutions démocratiques. Mais les Africains ne sont pas bêtes, les dirigeants non plus. Avec une habileté extraordinaire et profitant du vent du renouveau démocratique pour renforcer leur pouvoir, des dirigeants africains ont pu impunément dépouiller leur peuple. On assiste à une violation massive des conventions contre la corruption et la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire que affairisme, politique, corruption vont de pair. Dans le discours de François Mitterrand, des hypothèses
avait été imposée. L'assistance internationale pour promouvoir la démocratie et renforcer la bonne gouvernance repose sur les points ci-après. Adopter la démocratie libérale d'inspiration néocoloniale comme référence. Considérer la démocratie comme un processus technique d'ingénierie constitutionnelle et de modélage institutionnel. Donc l'aide à la démocratie repose sur 3 piliers. Création de multipartisme, organisation d'élections libres et transparentes, installation et fonctionnement des institutions démocratiques, renforcement de la société civile. C'est-à-dire que les démocraties africaines n'ont fait que recopier, reproduire les modèles constitutionnels et institutionnels des pays d'origine, sans prendre en compte les spécificités des pays en devenir. Ceci étant, très tôt, bon nombre de démocraties se sont retrouvées dans des zones grises, entre une démocratie réelle et un autoritarisme déclaré. Ces démocraties ont produit des régimes semi-démocratiques et semi-autoritaires, caractérisés la plupart du temps par une volatilité politique, une fragilité institutionnelle, une instabilité gouvernementale, conséquence, une faible performance économique. Tous ces régimes que nous appelons régimes ou bien semi-démocratiques ou bien semi-autoritaires ont un dénominateur commun, la faiblesse de l'État ou l'absence totale de l'État. Ils sont dirigés par un homme fort, un autocrate élu démocratiquement. Bien que répondant à la séparation formelle des pouvoirs, ils sont souvent discrédités par la corruption, et j'en passe. Mais il y a à noter que ces régimes ne sont aucunement menacés par un effondrement institutionnel, non. Ni par une corrosion interne, ni par une décadence lente. La cause fondamentale, c'est le caractère délégataire de ces régimes semi-démocratiques ou bien semi-autoritaires. C'est-à-dire que les pouvoirs et l'autorité de l'État sont concentrés au sommet, en une seule personne qui est au sommet de la pyramide. Il est élu par des élections démocratiques, mais il renforce son pouvoir par des réformes constitutionnelles. C'est la dérive autoritaire de ces régimes semi-démocratiques qui pose un véritable problème. Donc, qu'est-ce que nous constatons dans beaucoup de pays? La démocratie s'est érodée, la démocratie a régressé. Pour les Occidentaux, il suffit d'adopter le suffrage universel, d'organiser les élections libres et transparentes, de procéder au renforcement de la société civile pour être pris dans le cercle des pays bien gouvernés. Ainsi, les expectations des ambitions et les ambitions des années 90 se sont montrées illusoires. Dans beaucoup de cas, nous le savons tous, nous l'avons constaté, que les processus de transition se sont trouvés bloqués, ils ont été incomplets ou bien remis en cause. L'optimisme né au lendemain des conférences nationales ou de la mise en place des institutions démocratiques est bien déçu. En tout état de cause, nous constatons qu'en lieu et place de la dictature franche et répressive des années 80, l'Afrique se trouve entre les mains d'une dictature sournoise, cachée sous un accotement de démocratie, qui au fait continue de diriger le pays sans contrepoids réel. C'est une démocratie virtuelle. Face à cette démocratie virtuelle et une gouvernance basée sur des modèles de gestion et idéologie qui paraissent inadaptés au continent africain,
Des termes comme démocratie, bonne gouvernance et élections transparentes sont désormais galvaudés dans un continent incapable de maîtriser son destin et impuissant à assurer le développement économique et le progrès social de son pays. L'euphorie et l'enthousiasme nés au sein des populations s'est progressivement estompé, laissant la place au scepticisme, à une grande déception, à une grande frustration quant à la nature incomplète et imparfaite de cette démocratie. Cette démocratie a engendré la mauvaise gouvernance, misère, famine, fossé grandissant entre les riches et pauvres, qualité de services et administration publique médiocre, compétences des fonctionnaires non reconnus, les compétents et les braves valides pouvant faire la différence chôment à la maison ou bien écartés de la gestion de la chose publique. Les fainéants sont promus par leurs proches à des postes très importants et sensibles. Cela pose le problème d'exclusion. Cela pose le problème d'exclusion qu'il faudrait nécessairement régler en baptisant une démocratie qui soit en adéquation avec les sociétés africaines. Les constats, les maux dont souffrent les pays africains, ou je dirais les maux dont souffre le Bénin, avant l'avènement de la démocratie, sont revenus au galop, sont d'actualité ou se sont aggravés. Je voudrais citer le professeur Albert Tevoa Edjere. Il y a des freins à la démocratie. Nous allons partir des instabilités. Si la démocratie, dans les pays occidentaux, une fois consolidée, est porteuse de stabilité, le processus de démocratisation est source de stabilité. Ainsi, après un bref sursaut de démocratisation, l'Afrique s'enfonce et continue de s'enfoncer dans l'instabilité et la violence. On peut citer le cas du Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie en 2008 et le Madagascar. Ces instabilités s'expliquent par le fait que les pouvoirs en place ne redistribuent pas équitablement les rentes. Deuxièmement, nous allons parler de la remise en cause des mandats, du nombre de mandats. La démocratie prône l'alternance au pouvoir. Mais depuis 1990, à quoi assistons-nous? Excepté le cas du Bénin. Au Cameroun, en 1990, le nombre de pouvoirs la limitation du pouvoir a été supprimée. Le chef de l'État est resté au pouvoir. Au Gabon, en 2003, la limitation, le nombre de mandats a été supprimé pour permettre au chef de l'État de se faire réélire jusqu'en 2005. Au Niger, en 2009, on a tenté de le faire. Le Tchad, en 2005, et le Togo de Yadema a fait la même chose. Mais cela ne s'arrête pas là. Le Burkina Faso. Merci, j'avoue, le Burkina Faso. Au-delà du nombre de mandats qui est désormais remis en cause, parce que ce n'est pas adapté à l'Afrique. En Afrique, on ne change pas le chef. Et si on doit changer le chef, il faut tenir compte des réalités, discuter, aller sur un terrain d'entente. Donc cela s'est poursuivi à travers la transmission familiale du pouvoir. Après le décès en 2005 du président togolais Yassimbe Yadema, l'armée installe son fils, Faure Yassimbe, au pouvoir. Est-ce qu'il y a eu alternance démocratique? En 2009, Ali Bongo succède à son père et après l'élection contestée du 30 août 2009, il est installé au pouvoir. Pendant ce temps, des instances tentent pourtant de réaffirmer les principes démocratiques. Les pays de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, j'en passe, essaient de suspendre les pays. Essaient de suspendre les pays en question. On peut citer aussi l'Organisation internationale de la francophonie, qui a suspendu en son temps la Mauritanie. Mais ce sont des décisions mineures, qui n'ont eu aucun défi. Nous avions tous les ingrédients qui composent la démocratie, une démocratie, dans tous les pays
où les chefs d'État ont pu modifier la Constitution, où les chefs d'État, les fils des chefs d'État ont succédé à leur papa. Mais dans cette démocratie, nous avions le système représentatif, les élections libres, le multipartisme, le schéma tout prêt que proposait François Mitterrand le 20 juin 1990, dont nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu réellement de démocratie et que la démocratie n'est que virtuelle. Un grand défi alors se pose à l'Afrique, un défi qu'il faudra relever, celui de la redéfinition de la